L'homme conquiert graduellement les forces de la nature. Il en tire de l'énergie pour voyager à travers les continents, sillonner les mers, actionner ses machines, éclairer ses demeures. Cette énergie, il la fait même servir au jeu des enfants. Ou encore, il la met au service du savant dans ses expériences de laboratoire à la recherche d'autres conquêtes. L'homme a donc percé le mystère des forces de la nature. Il a barré la route aux torrents en construisant des barrages et des centrales où il capte et asservit leur puissance formidable. À force de patience et de recherche, il a trouvé le secret de la force irrésistible de la foudre. Ce secret, c'est l'électricité. Aujourd'hui, grâce à son travail, l'homme sait non seulement produire l'électricité, mais il sait la maîtriser pour subvenir à tous ses besoins variés. Les masses d'eau des fleuves ou des rivières frappent les aubes de turbines qui, elles, de leur côté, actionnent des génératrices d'où jaillit l'électricité. Tension et courant composent la puissance électrique qui part des centrales pour se rendre aux villes ou aux points d'utilisation. La puissance des centrales se transporte à grande distance sans perdre beaucoup de sa force. Comme un géant, elle chevauche à grands pas à travers les campagnes sur des fils à haute tension, supportés par des pylônes élevés dont la délicate silhouette se dresse dans le ciel. La construction de ces pylônes demande de l'expérience, de l'habileté, de l'audace. Il arrive parfois qu'on les assemble au sol pour ensuite les dresser d'une seule pièce. Mais d'ordinaire, on les érige sur pied, section par section. Quelle que soit la méthode adoptée, ces pylônes doivent résister à des efforts considérables. Les grands vents, le verglas, leur imposent fréquemment des surcharges énormes. Une fois les pylônes dressés et bien ancrés, le monteur y accroche les gros isolateurs auxquels il assujettit les fils. Être suspendu entre ciel et terre quand souffle l'aquilon, il y a de quoi faire frissonner. Et la ligne fait son chemin. Par économie, il lui faut se diriger sans détour à travers la campagne et marcher droit sur la ville, où elle va créer la lumière et la vie. Invisible et silencieuse, l'énergie électrique se propage dans les fils à la vitesse de 186 000 milles à la seconde. Arrivée en ville, l'électricité pénètre dans la sous-station. Se soumettant aux dictées des ingénieurs, elle passera par toutes sortes d'appareils pour s'adapter aux exigences de la consommation. La sous-station est le cœur du réseau, d'où rayonnent les artères d'alimentation. À Montréal, elles sont nombreuses, les sous-stations, et elles varient en dimension et en apparence pour se conformer au quartier où elles s'installent. Celle de Cartierville donne une assez bonne idée des petites sous-stations de banlieue. Celle d'Atwater, imposante celle-là, alimente le sud-ouest de Montréal et la ville de Verdun, centres industriels à forte consommation. Mont-Royal pourvoit aux besoins du nord-centre de la ville. Summerled subvient au nouveau quartier du nord-ouest. Quant à Rockfield, elle fournit l'électricité aux industries et aux foyers de Lachine et de Ville-Saint-Pierre. O'Brien dessert Ville-Saint-Laurent, ses nouveaux quartiers et quelques-unes de ses industries. Delorimier, sous-station moderne, toute récente, érigée dans le sud-est de Montréal, constitue un poste important sur le réseau qui encercle Montréal. On peut, au besoin, fermer et isoler complètement un secteur du réseau, sans causer d'interruption à aucun quartier de la ville. Pour arroser votre pelouse, les chutes de Niagara constitueraient une surabondance de biens.
Mais si vous les canalisiez en des milliers de jets, vous en feriez des aides facilement utilisables. L'eau jaillirait ou s'arrêterait à votre gré. Il en est de même pour l'électricité, qu'il faut également maîtriser. C'est la sous-station qui divisera ou maîtrisera l'énergie électrique. Le transformateur en est l'organe principal. Le courant à haute tension, en passant dans le transformateur, se change en unités plus commodes qui s'en vont, sous leur nouvelle forme, assurer le service de nos maisons, de nos fermes et de nos usines. Mais avant d'entrer chez nous, l'électricité se change encore, en passant par d'autres transformateurs dans la rue, ces petites boîtes noires ou grises accrochées aux poteaux ici et là. C'est d'ailleurs le même rôle que joue le transformateur minuscule de ce chemin de fer miniature, qui fournit à notre ingénieur en herbe le courant à faible tension qui lui suffit. Un bourdonnement discret, c'est le seul indice que le transformateur est à l'œuvre. C'est un appareil magique que le transformateur. Pas de pièces mobiles, pas d'étincelles, seulement ce bourdonnement. Mais que se passe-t-il au juste dans son intérieur? Quel est le secret de sa magie? Eh bien, voici. Ce n'est pas tellement compliqué après tout. Prenons par exemple cet appareil-ci. Naturellement, personne ne peut voir l'électricité, mais s'il était possible de pénétrer dans le mécanisme du transformateur, tout paraîtrait plutôt simple. Les pièces principales n'y sont pas nombreuses. Un noyau entouré de 2 ou plusieurs bobines. Le noyau est feuilleté, fait de tôles d'acier taillées en cadre et empilées les unes sur les autres. Autour d'un côté du noyau s'enroule un fil porteur de courant à haute tension, disons à 120 000 volts. Imaginons maintenant le courant à haute tension sous la forme de nombreux petits bonshommes qui, dans leur course autour du noyau d'acier, produisent un champ magnétique. Et disons que chacun, en passant, lance une fléchette dans le noyau. Maintenant, de l'autre côté du noyau, enroulons, avec moins de tours cette fois, un fil plus gros. Les petits bonshommes profiteront de cet enroulement pour sortir. Mais la sortie, puisqu'il y a moins de tours dans le fil, devra se faire d'une façon plus intense. Les petits bonshommes se tassent, se jumellent, pour sortir plus gros, mais moins nombreux. Cette transformation se fait par induction magnétique. Ils courent toujours, les petits bonshommes, prêts à dispenser leurs fléchettes partout où on a besoin de courant, qu'il s'agisse d'une lampe à allumer, d'un moteur à mettre en marche, d'un appareil domestique à faire chauffer. Que s'est-il passé? Le peu d'ampères ou d'intensité à haute tension est devenu beaucoup d'ampères ou d'intensité à basse tension. Le transformateur a fait varier, pour les rendre plus commodes, les conditions de tension et d'intensité. Le transformateur fait pratiquement avec l'électricité ce que la caissière fait avec l'argent. Contre $1, vous recevez 10 pièces de 10 cents. Contre 120 000 volts, vous retirez pratiquement 10 fois 12 000 volts. La prime d'échange ne vaut guère la peine d'être mentionnée ici. À cause de la puissance effarante du courant reçu de la centrale, chacune des pièces d'équipement de la sous-station doit assumer de grandes proportions. L'électricité est un élément rebelle, et si elle n'est pas retenue dans les fils par des puissants isolateurs qui lui servent de barrière, comme la foudre, elle s'échappe vers la terre en détruisant tout sur son passage. Pour canaliser les courants des sous-stations, on se sert parfois de câbles souterrains contenant des conducteurs isolés pour les tensions requises. Ces conducteurs sont recouverts de papier imprégné d'huile et forment un câble qu'on recouvre généralement d'une chemise de plomb. Chaque câble court dans son propre conduit fait de béton. Oui, dans une sous-station, tout doit être solide, fort, rapide, comme par exemple les disjoncteurs, qui sont en somme des interrupteurs, tout comme ceux de votre véhicule. À la maison, un interrupteur commande une lampe ou quelques-unes tout au plus. Tandis qu'un disjoncteur dans une sous-station commande assez d'énergie électrique pour éclairer une ville moyenne.
Ces disjoncteurs rapides peuvent couper l'approvisionnement électrique en moins d'un dixième de seconde. Il existe plusieurs genres de disjoncteurs, dont certains fonctionnent dans un bac d'huile isolante en vase clos. Et ce ne sont pas les seuls appareils importants d'une sous-station. Il y a aussi par exemple le régulateur de tension automatique, qui répondant aux fluctuations de la charge, assure une tension constante au point de consommation. La salle des tableaux, où se trouvent les contrôleurs et les appareils de commande, et le cerveau d'où se dirigent tous les rouages. C'est propre, c'est pimpant, ça a l'air simple, mais jetez un coup d'œil derrière les panneaux, et vous vous rendrez compte que c'est bien là le centre nerveux du système. Les milliers de pièces minuscules qui y sont agencées avec une extrême précision forment un tout complexe et sensible. Ici, l'erreur n'a pas droit de citer. Il faut que tous les détails soient parfaits. À chaque heure, le technicien vérifie que tout marche dans l'ordre. Chacun des nombreux contrôleurs, indicateurs ou enregistreurs a un rôle bien défini à jouer. L'ampèremètre, par exemple, indique au technicien qu'il y a sur un circuit d'éclairage de rue une charge de 200 ampères, tandis qu'un enregistreur spécial prend successivement et consigne sur un graphique, en l'espace de 30 secondes, un relevé de la tension sur chacun de 16 appareils différents. Que dire du relais? Merveille de mécanique et d'intelligence, sentinelle silencieuse qui sait, aux temps opportuns, indiquer, couper, tronçonner, isoler pour assurer protection aux lignes et aux appareils. Dans une grande ville comme Montréal, qui se développe sans cesse, la demande d'électricité va toujours croissant, aiguillonnée par la construction de nouvelles maisons, par l'établissement de nouvelles industries dans les banlieues, par l'expansion du commerce. Comme chaque sous-station n'a qu'une puissance et un champ d'action limité, il faut en aménager de nouvelles pour répondre aux besoins qui se multiplient. Aujourd'hui, l'électricité est indispensable au bien-être des Canadiens. La demande d'électricité croît sans cesse. Aussi faut-il se préparer avec soin et des années à l'avance, en prévision de la construction de maisons et d'usines auxquelles personne ne songe encore. Ingénieurs et dessinateurs travaillent à mettre en plan les centrales, les lignes, les sous-stations de demain. Et demain, la ville aura beau grandir, l'énergie sera prête avant la demande. Il faut donc déterminer d'avance les étapes de la construction à venir. Il faut étudier jusque dans ses moindres détails chacune des innombrables pièces qui entrent dans une sous-station. De puissantes machines modernes procèdent rapidement aux travaux d'excavation et au nivellement de l'emplacement de la future station. On coule le béton des fondations qui doivent être solides car l'équipement est lourd et doit rester d'aplomb. On monte la charpente d'acier de la bâtisse. Voici les poutres et les piliers qui supporteront le lourd matériel. Soudeurs, charpentiers, menuisiers, plombiers, poseurs de tuyauterie, maçons arrivent à tour de rôle et exécutent la besogne assignée. Les travaux avancent et peu à peu l'édifice prend forme. Le gros équipement nous arrive de tous les coins du pays, où sont établis les grands fabricants d'appareils électriques. Ce transformateur de 60 tonnes, bâti à des centaines de milles de chez nous, sera mis en place avec le soin minutieux qu'un horloger met à assembler une montre de prix. Il y a des myriades de petites pièces, connecteurs, relais, interrupteurs, écrous et boulons, dont chacune a dû être étudiée, fabriquée, commandée et livrée avant de pouvoir être installée. Les électriciens installent les disjoncteurs, montent le tableau de commande compliqué,
prépare la voie à d'autres appareils. Des équipes de monteurs posent les fils qui, de la centrale, alimenteront la sous-station et la raccorderont au réseau. Enfin, la besogne est terminée. Tous les appareils sont en place et connectés. Tous les rouages sont prêts à marcher. Il est temps d'y amener le courant électrique. La nouvelle sous-station s'intègre à l'immense réseau de la région métropolitaine de Montréal. Au bureau principal de l'Hydro-Québec, dans la salle de commande centrale, un diagramme indique toutes les sous-stations reliées entre elles. Le répartiteur des charges sait ce qui se passe dans chacune d'elles. On lui signale immédiatement toute anomalie. Disjoncteur ouvert, câble de transmission hors de service, etc. Sans délai, il prend les mesures nécessaires. Malgré les dispositifs protecteurs, les ennemis irréconciliables des lignes et appareils électriques, le vent et la foudre parviennent encore à interrompre le courant en brisant des fils ou des appareils. Mais quand l'interruption survient, on est prêt à agir. Un signal automatique révèle immédiatement le circuit en panne et le service permanent se met à l'œuvre. Contrôleur. Contrôleur, 2 heures et 9. Le Beaumont 17 ouvert automatiquement. Le Beaumont 17 ouvert automatiquement à 2h09. Voulez-vous le refermer, s'il vous plaît? Vérifier. Très bien. Contrôleur, 2h10. Le Beaumont 17 a été vérifié. Il est ouvert encore automatiquement. Vous avez fermé le 17 Beaumont, il est ouvert automatiquement. Comme ça, il est en train, voulez-vous le laisser ouvert jusqu'à temps que je vous rappelle, s'il vous plaît? Merci. Service. Beaumont 17, ouvert automatiquement. Fermé, ouvert de nouveau. Merci, Alex, je vais m'en occuper. CY5Y à l'auto 306, CY5Y à l'auto 306, entrez s'il vous plaît. « 306, à l'écoute. » Le Beaumont 17 vient d'ouvrir automatiquement la station Beaumont. A été fermé de nouveau et a ouvert. Voulez-vous aller au coin de la rue Stewart, au nord de la rue Beaumont, du côté est, puis aller ouvrir les coupes-circuits, puis me rappeler après, s'il vous plaît. Le Beaumont 17 vient d'ouvrir ses courts-circuits automatiquement. Là, je m'en vais me rendre sur la rue Stewart, au nord de Beaumont, pour ouvrir les courts-circuits. À l'écoute. C'est bien ça, et rappelez après, s'il vous plaît. Très bien, je m'en vais tout de suite et je vous rappellerai plus tard. 306 cancelle ses émissions à CY5Y. Le service permanent avec ses téléphonistes est un autre des chaînons du système protecteur toujours en alerte pour assurer un bon service d'électricité aux quelques 2 millions de Canadiens desservis par Hydro-Québec. Écoutez le murmure du cœur du réseau. Écoutez la voix sourde des transformateurs. Leur chant grave célèbre le triomphe de l'homme sur la nature, le harnachement de cette grande force qu'est l'électricité. En définitive, la sous-station électrique est une étape des plus importantes le long de la route entre la génération et la distribution de l'électricité.